une enveloppe de l'ordre de 4 milliards de dirhams. Bien. Quels sont les manquements qu'on a observés? Premier manquement, il y a eu une violation de la règle de la transparence. La commission des transferts avait fixé une procédure d'appel d'offres, la cession s'est faite de gré à gré. Première violation. Deuxième violation, le non-respect du schéma de transfert. L'État avait décidé de rester dans le capital en cédant 25% à la bourse et 35 à 51% à un repreneur industriel. L'État avait décidé de rester avec 20 à 25% du capital de l'entreprise. L'État a tout cédé. Il a violé le schéma de transfert. Deuxième violation. Troisième violation, c'est Transparency Maroc qui le dit. Je n'ai pas évidemment les éléments de dossier pour pouvoir l'attester personnellement, mais il est dit que dans le cadre de la cession, au-delà du patrimoine industriel, il y a eu aussi la cession d'un patrimoine foncier et d'un patrimoine financier qui n'avait rien à voir avec l'exploitation de l'entreprise et qui a été concédé à l'occasion de cette privatisation. Troisième infraction. Quatrième infraction, c'est Feu Abraham Sarfati qui l'a dit. Il a dit que le contrat de concession, qui doit être une photocopie, une reproduction fidèle du cahier des charges, en réalité ne l'était pas. Et que le contrat de concession, de gré à gré, a repris partiellement les contraintes qui figuraient dans le cahier des charges. Quatrième anomalie. Enfin, cinquième anomalie, et ça c'est une expérience personnelle, parce qu'à l'époque, j'étais vice-président de la bourse de Casablanca. La cession, l'introduction en bourse de la Samir et la cession de gré à gré s'est faite, a été concomitante avec ce qu'on a appelé la première phase de réforme du marché financier marocain. Et à l'époque, on avait supprimé la cotation à la criée et on avait installé un système de cotation électronique en continu. Ça s'est fait en mars 97. Rappelez-vous, introduction en bourse de la Samir en mars 96, cession à la Moudi en mai 97. Nous, on a installé le système de cotation en mars 97. Et qu'est-ce qui avait été décidé? Il avait été décidé que les titres, les 10 titres cotés à la bourse de Casa, les plus liquides, les plus actifs, devaient être traités au niveau du système de cotation électronique. Le titre Samir étant le plus liquide, je rappelle que c'était la plus grosse introduction en bourse de l'époque. C'était 1,250 milliard de dirhams. C'était le record historique de la bourse de Casa à l'époque. Évidemment, le titre Samir a été le premier à être injecté dans le système de cotation électronique. Manque de pot, le ministère étant en train de négocier, manque de pot, la cotation électronique, elle est mécanique, elle est informatique, on ne peut pas jouer sur les cours, on introduit les quantités à la vente, les quantités à la demande, et c'est l'algorithme qui fixe le cours. Le problème, c'est que l'algorithme a fixé des cours qui étaient à la baisse, et ça n'arrangeait pas les intérêts du ministre. Dernière donc anomalie, intervention du ministère et du ministre, et ce titre-là a été de façon autoritaire, politique, administrative, retiré du système de la cotation électronique, et il a été maintenu pendant de nombreux mois en cotation administrée, le temps que la transaction se fasse. Donc voilà historiquement les éléments de dysfonctionnement, d'anomalie liés à l'échec de la politique de privatisation. Premier élément. Deuxième élément, échec de la régulation publique. Et je pense particulièrement à deux entités, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'énergie et des mines. Et quand je dis ministère de l'économie et des finances, c'est y compris le ministère de la privatisation qui a disparu depuis et qui est devenu une direction des entreprises publiques et de la privatisation au sein du ministère de l'économie et des finances. Pourquoi? Parce que ce ministère, ou privatisation ou économie et finances avec direction de privatisation, était le co-signataire de ce contrat de cession avec le groupe Coral. Et donc, les dispositions contractuelles, il avait l'obligation morale, l'obligation juridique, l'obligation politique de veiller au respect de ces dispositions. Or, manifestement, ces dispositions n'ont pas été respectées puisque les investissements n'ont pas eu lieu et le poteau rose a été découvert quand? Il a été découvert quand il y a eu
pluie diluvienne à Mohammedia, les inondations et l'incendie dans une partie des installations de Mohammedia. C'est à ce moment-là que tout le monde s'est rendu compte que les investissements qui étaient contractuellement prévus dans le contrat et qui obligeaient le groupe Coral, eh bien, n'ont pas été respectés, alors que ça devait être connu et su du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'énergie et des mines, puisque c'est lui qui est censé veiller à ce que l'exploitation se déroule normalement, que la sécurité industrielle, la sécurité tout court du site soit respectée. Dernier élément qui montre qu'il y a un échec de la régulation publique, c'est le côté financier. Il a été rappelé tout à l'heure que l'encours de la dette de la Samir est estimé à 43 milliards, aujourd'hui déclaré au tribunal de commerce autour de 30 milliards, je pense, d'après les informations que nous avons. Et dans cet encours, vous avez 13 milliards de dirhams de crédit d'enlèvement auprès de l'administration des douanes. Bien. Alors, sachez que cet encours de 13 milliards de dirhams représente le chiffre d'affaires annuel de l'État du Royaume du Maroc, représente 20% de ce chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je mets dans ce chiffre d'affaires? Je mets la TVA à l'importation, je mets les taxes intérieures de consommation et les droits de douane. L'ensemble de ces éléments représente 65 milliards de dirhams, d'après les chiffres réels de l'exercice 2015. 65 milliards. L'État recouvre annuellement 65 milliards. Alors imaginez, on va dire un client de l'État, un client qui concentre 13 milliards sur ces 65, c'est un encours de 20%. Dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle institution, une telle concentration de risque entraîne la faillite de l'État lui-même. Donc il y a une, comment dirais-je, concentration de risque sur un seul contribuable qui est exagérément élevé, pour ne pas dire lourdement coupable. Troisième échec, c'est l'échec de la gouvernance. Et quand je dis gouvernance, c'est évidemment, je ne pense pas à vous, je ne pense pas au cadre supérieur, je ne pense pas au manager de la Samir, je pense à l'actionnaire de la Samir et au principal top manager, le directeur général. D'abord, échec de la gouvernance au niveau du Cheikh Al-Amoudi. Pourquoi? Parce qu'on a privatisé à l'époque et on a confié un joyau de notre industrie, à l'époque, en 1997, à un petit groupe privé saoudien qui était naissant. Ce n'était pas le groupe Amoudi d'aujourd'hui avec les 9 milliards ou 8,8 milliards de dollars de patrimoine, deuxième fortune en Arabie Saoudite et je crois 80 ou 90e fortune ou 100e fortune mondiale. C'était un petit groupe naissant. Et au lieu d'attribuer l'unique raffinerie de notre pays à un major industriel qui a pignon sur rue, qui est connu, on l'a confié à un petit groupe, j'allais dire un vulgaire petit groupe saoudien inconnu de tous. Je rajouterai aussi que la personne du Cheikh Amoudi est une personne qui a une réputation assez sulfureuse en Arabie Saoudite, en Éthiopie, avec des relations un peu douteuses avec certains milieux. Donc, bon, il y a une problématique qui s'est posée toujours par rapport au management d'Amoudi. Deuxième niveau de responsabilité et d'échec de gouvernance, c'est au niveau du directeur général Bahama. Alors, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai découvert qu'en plus de sa fonction de directeur général de la Samir, c'était aussi un homme d'affaires prospère au Maroc, avec son propre groupe privé, avec des entreprises qui est opéré dans le tourisme, dans le transport, dans le luxe, dans l'enseignement de l'anglais, je crois. Certaines de ces entreprises avaient des contrats avec la Samir, et donc il était à la fois jugé parti. C'est plus que des problématiques d'éthique, là, c'est strictement interdit au niveau de la loi. Des problèmes de choix stratégiques, des erreurs de stratégie industrielle, des problématiques de financement de programmes d'investissement avec des crédits bancaires à court terme, avec des fonds de roulement, c'est-à-dire condamner à terme l'entreprise à la cessation de paiement. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là et au niveau de la gouvernance par le DG de l'époque. Troisième responsable dans la gouvernance, c'est le ministre DG de Samir. Un jour ministre, le lendemain DG de Samir. Ministre de 93 à 98, DG de Samir 2001-2004. C'est un cas flagrant d'incompatibilité, de conflit d'intérêts. Je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement a accepté d'avoir comme interlocuteur un ancien ministre qui lui-même avait défini le cahier des charges ou le contrat, je ne sais pas.
Il y a un vrai problème et il y a une recherche de responsabilité à faire à ce niveau-là. Je rappelle aussi que non seulement le ministre était DG de Samir, mais il avait en même temps un cabinet de conseil qui prodiguait des conseils à la Samir et qui facturait des honoraires à la Samir. Donc ministre, DG et consultant en même temps. Qui dit mieux? Enfin, au niveau... Dernier élément qui démontre qu'il y a un échec de la gouvernance, ce sont les commissaires aux comptes et les auditeurs qui sont restés muets, je dis bien muets, jusqu'en 2013. Et ils ont commencé à dire quelques petites choses au moment de la certification des comptes de 2013, j'en dirai quelques mots tout de suite. Quatrième source d'échec, c'est l'échec de la supervision financière. Alors là, tenez-vous bien. Ces éléments-là méritent d'être, à mon avis, mesurés dans leur importance. Il y a eu, en catimini, une opération de cession des actions de la Samir qui était portée par une structure juridique qui s'appelait Coral Morocco Gaz Oil en 2006. Dès qu'ils ont signé la convention avec l'État en 2004 et qu'ils l'ont commencé à la mettre en œuvre en 2006, concomitamment, une transaction. Les actions Samir sont détenues pas par le groupe Petroleum, la holding mère de la Moudi, mais par une filiale qui s'appelle Coral Morocco Gaz Oil. Eh bien, cette filiale, elle avait à la fois des participations dans la Samir, mais aussi d'autres participations dans des raffineries qui étaient prospères, notamment dans les pays scandinaves et en Suède. Et qu'est-ce qu'il a décidé, le cheikh El-Amoudi? Il a pris sa participation dans la Samir, il l'a retiré de cette filiale, cette holding mère, il l'a retiré et il l'a logé dans une autre holding qui s'appelle Moron Charandins, qui est une coquille juridique vide, qui est domiciliée à Chypre et qui ne vaut pas un clou. Donc la maison mère de Samir, dont on aurait pu aller rechercher la responsabilité,